Le camion, il arrive là. Regardez, ils sont en train d'arriver avec le camion. En Algérie, vous pouvez pas savoir. Ce sont des assassins, des salauds qui nous apportent toute la misère du monde. Ça, c'est les refoulés qui sont en train de descendre comme ça. Les gens qui ont reçu au choc, ça. Ils se dirigent comme ça. Plus de 60 personnes dans un petit camionnette. Est-ce que vous avez vu ça vous-même? Vous êtes là, non? Réponds. Oui, vous avez vu ça? Vous avez vu comment les gens sortaient dans les camions? Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Le Maroc a rapatrié les gens au désert. J'ai une sœur congolaise qui est morte là-bas à cause de soif de l'eau. Vous voyez, elle est morte. Vous avez des portables, ils vont prendre, vous avez des chaînes, ils vont prendre, vous avez des bijoux, ils vont prendre, vous avez de l'argent, ils vont prendre, ils prennent tout. Il y a des gens à qui ils ont pris des 1000 euros, des 1500 euros, même jusqu'à 10 000 euros. Tout ce que tu as, il doit prendre, il doit tuer tout ce qui est sur toi. Moi, je suis venu pour aller en Europe. Et tant que je n'arriverai pas, je ne rentrerai pas. Ça, c'est la deuxième fois que je viens ici au désert. Ouais, c'est plus qu'une pénitence. C'est plus qu'une pénitence. Parce que c'est plus dur ici que l'enfer. Juste au seuil de l'Europe, la routine de l'urgence. Le message vient d'arriver, il est 11 h du matin, au large des îles Canaries. Cette fragile pirogue en bois, c'est la 3e arrivée de ce vendredi. Aux Canaries, des navettes vont toujours récupérer les pirogues pour que les Africains ne finissent pas sur des plages couvertes de touristes. Plus que tout, les Espagnols veulent éviter le choc des mondes. Même ici, les autorités n'avaient jamais vu ça. Cette année, 6 fois plus de clandestins qu'il y a un an, plus de 25 000 depuis janvier. Partis de Dakar, c'était il y a 9 jours. Ces hommes sont épuisés, affamés, à bout. Mais depuis qu'ils ont aperçu la vedette des sauveteurs espagnols, ils sont soulagés. Ça y est, l'Eldorado, ils y sont. En posant le pied en Europe, ces Africains savent maintenant qu'ils ont bien fait de tout risquer, d'abandonner même leur identité. Jeter le passeport à la mer, renier son nom pour être sûr de ne pas être expulsé, tirer un trait sur sa vie en valait la peine. Leur pari sur la mort est gagné. Du thé ou de l'eau? Non, je ne peux pas te donner mon adresse. Je vais te donner, tu vas me la noter là-dessus, mais je ne vais pas te téléphoner. Attends, alors ça tu m'expliques ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est du gris. Il est fréquent qu'ils nous disent « Nous préférons mourir en tentant d'aller en Europe ou en Espagne plutôt que de rester au Sénégal ou en Mauritanie. » Et effectivement, ils peuvent mourir? Oui. Jusqu'à maintenant, cette année, nous avons reçu 8 personnes mortes pendant le voyage de déshydratation ou ce genre de choses. Ça, ce sont ceux que nous recevons ici, dans ce port. Il y en a beaucoup plus qui meurent en mer. C'est difficile de savoir combien, probablement 2 ou 3 000.
at least 2,000 or 3,000. Après 40 jours maximum en centre de rétention, ces clandestins seront relâchés sur le territoire espagnol. Dans la poche, un avis d'expulsion inapplicable. C'est la loi ici, c'est pour ça qu'ils sont là. Dans 40 jours, tout au plus, ces hommes auront ce pourquoi ils ont risqué leur peau. Ils seront libres, au cœur de l'Europe. En vie, en Europe, eux y sont arrivés. Sortis du centre de rétention, Sadio et ses deux inséparables copains peuvent même draguer librement les jolies Espagnoles. Mais l'enfer est encore frais. Il y a 3 mois, ils l'ont fait, ce voyage des cauchemars. Alors sur ce quai, tout revient. On avait un petit tour là, l'eau rentrait. Alors forcément, il y avait des gens uniquement pour enlever de l'eau. Ils se fatiguent, d'autres viennent. Enlever uniquement de l'eau. Mais à la fin du 8e et 9e jour, on n'y pouvait plus. L'eau rentrait comme on veut parce qu'on n'avait plus de nourriture. Et on voit l'eau qui rentre? On voit l'eau qui rentre, l'eau qui monte. On n'avait plus un coiffeur, on n'avait pas assez d'essence. On attendait que la mort. Vous avez payé combien? Je suis bon, pas 600 euros. C'est cher. Pour ça. Ouais, il y a d'autres qui payent 1000 euros. On paye 1000 euros pour aller de l'autre côté de la vie. C'est pour mourir, en quelque sorte. Non, on ne sait pas. On paye pour sa vie. D'un coup, Sadio s'arrête. Là, devant eux, le pire est de retour, un nouveau bateau. À l'heure de l'apéro, le choc de 2 mondes, ces 67 clandestins arrivent asséchés de soif, mais avec une force nouvelle, celle des rescapés. 9 jours de traversée sans nourriture, sans manger, ben vous voyez ce que ça peut faire. Regardez un peu. Hein? Vous les voyez, comme moi, ils sont à moitié morts. Vous les voyez, vous n'allez même pas marcher. On les voit jamais, les morts? On ne voit jamais les morts. Bon, souvent, ceux qui lâchent à 1 km, à 2 km, mais ceux qui lâchent dans la mer, on les jette dans la mer. Hein? Voilà. Ça se passe, c'est ça qui se passe? C'est ce qui se passe, ouais. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup de personnes même. Parce que les Espagnols, eux, on ne nous montre pas ce image-là. Ouais. Nous, on sait bien qu'il y en a beaucoup de personnes qui ont perdu dans la mer comme ça. Sadio et ses amis ne parleront pas du plus sensible, de ses copains morts là, dans leurs bras, coincés sur ces pirogues, les victimes sans visage de cette route, balancées à l'eau avec pour toute funéraille quelques prières murmurées à la mer. Ils ne parleront pas non plus d'un tabou, le secret qui les tient, les suicidés de l'Atlantique, des clandestins tellement terrorisés par cette mer sans fin qu'ils ne trouvent plus qu'une issue, se jeter à l'eau. On dort dans l'eau comme ça, vous voyez l'eau? Vous voyez l'eau, on dort comme ça dans l'eau, on dort dans les bateaux, vous voyez? C'est miséreux quoi, ça me fait rappeler beaucoup de choses. Il faut que l'Afrique prenne ça au sérieux. Nos dirigeants, et surtout nous les jeunes qui décident de venir, qu'on ne pense pas coûte que coûte à l'Europe, mais qu'on pense à nos vies aussi. Regardez, c'est celui comme ça là, un cercueil. C'est dur. Le pays d'en face,
À 1500 km de mer des portes de l'Europe, bienvenue au Sénégal, premier fournisseur des migrants africains. C'est dans ces rues que naissent les vocations des futurs aventuriers des Canaries. Le Sénégal est un des pays les plus riches d'Afrique, pas assez pourtant pour rendre les hommes heureux. C'est le cas d'Hassan. Hassan est, comme il le dit, sa demi-équipe de foot, ses enfants de 2 à 16 ans. Hassan, ici c'est l'Afrique que vous voulez fuir? Ah oui. Pourquoi? Parce que c'est dur. Ici, là? Oui, c'est dur. Parce que, tu vois, si j'ai 40 ans et 2 ans, 42 ans, tu vois, tout ça c'est ma famille. J'ai une seule chambre. Je partage avec ma famille. C'est bon ça. C'est dur. C'est pourquoi on veut fuir, pour gagner notre vie ailleurs. Chaque matin, Hassan a un problème. Un seul, basique mais vital. Trouver à manger à ses enfants, sa mère, une cousine et encore une tante. Hassan est maçon, mais il n'a pas de travail. Dans son quartier, personne n'en a du travail. Alors, comme tout le monde ici, Hassan est prêt à tout pour fuir. Avec ma femme, on dort ensemble là. La nuit, je le laisse là, sur le lit, avec les planches. Moi, je fais descendre le matelas par terre là-bas avec ma femme. Avec les deux petits là. Lui et le dernier, le tout petit. Moi, si on me dit, allez, on va embarquer, je vais embarquer. Là tout de suite? Ah oui, tout de suite même. Qu'est-ce que je vais foutre là? Si je peux, même si je pouvais nager sur la mer, je vais nager pour partir, travailler, pour gagner ma vie. Il n'y a pas d'autre choix que fuir. On ne voit pas d'autre choix. On ne voit pas d'autre chose que d'aller en Europe travailler. Et de quitter son pays? Ah, de quitter mon pays. Ce grand voyage, Hassan le prépare depuis des mois. Le billet est cher, 700 €. Pour payer, c'est la solidarité africaine. Tout le village se mobilise, les copains se cotisent, mais Hassan n'aura plus le choix. C'est un piège, il ne peut plus que réussir, interdit de renoncer. Mon ami là, il connaît mon situation. Comme il voulait m'aider, il m'avait proposé si je veux partir. Lui, il peut m'aider. Après, j'ai de l'argent, je pars, je travaille, après je rembourse. Non. Mais c'est sûr que je vais rembourser. C'est une dette. La maman, elle vendra ses bijoux? Non, il y en a des gens que leur maman vend des bijoux. Mais moi, non. Je ne propose pas à ma mère de vendre ses bijoux. Parce qu'elle a des bijoux à vendre même. Hein? Non. yaa da nga am ay lam yoo jaay pour jox ma dem Espagne. Lam. Ah, dama am lam. Elle n'a pas de bracelet à vendre, bijoux à vendre, elle n'a rien. Elle dit que tout ce qu'il a, il le mange. Son problème c'est la nourriture, de manger. Si la petite bijoux, elle les vendrait pour ça, pour que tu partes? Mais ndax ba amoon ay kii takkaay ñu ngi ko jaay pour jox ma dem. Elle dit oui. C'est bien? C'est bien. Pour amener de l'argent. Si cette maman pousse son fils à se jeter à l'eau, c'est un peu à cause de lui. Le vieux voisin qui a toujours le sourire. Dans ce quartier miséreux, il est celui qui a réussi. Dans ces rues, un indice ne trompe pas. Le béton frais de sa maison et ses parpaings pour une nouvelle cuisine. Au Sénégal, ça veut dire qu'on est un notable et qu'on a un fils qui travaille en Espagne. Mais lu tax wax leen ñu dégg. lu tax. la moo tax nga ne grâce à l'Espagne. la moo tax nga waaw. parce que man que loolu li ma ko liggéeyee moom moo ma ko jox. Je dis grâce à l'Espagne parce que grâce à son fils et l'Espagne. Parce que si son fils n'est pas parti à l'Espagne, peut-être il ne trouvait pas la somme pour pouvoir, l'argent pour pouvoir construire ça. Voilà, c'est ce qui confirme. Ça vient d'où?
Espagne. C'est son fils qui était parti sur le pirogue là. C'est lui qui a réussi à atteindre là-bas. Et le bon Dieu a fait qu'il commence à ramasser un peu de l'argent. Et il aide son papa. C'est le but pour tous les autres. C'est bien. Oui. Ah oui, c'est bien. C'est bien. Oui, oui. C'est ça qui fait partir tous les Sénégalais dans les pirogues. Hassan, l'Africain qui veut sauver sa famille, n'a pas dit à ses proches où il allait ce matin pour les protéger. Il n'a pas raconté à ses enfants que devant ces pirogues, il ne pense qu'à eux. Ici, Hassan se répète ce qui le pousse, être un homme, un père responsable. Avec pour tout choix la pire des solutions, le sacrifice. Pour sauver sa famille, Hassan devra les abandonner. Vous savez où c'est les Canaries? Non, mais moi j'imagine qu'ils se trouvent loin de la mer. Loin? Loin, oui. Mais ça vaut le coup? Ah oui, ça vaut le coup, c'est ça. Mais c'est un rêve, oui. Parce que là, on pourra gagner beaucoup plus. Les pirogues de pêcheurs partent les unes après les autres. Mais ce jour-là, comme souvent, un bateau ne rentrera pas. Parti au large, vers les Canaries, à l'assaut du rêve d'Hassan. Je suis un homme. Il faut que des fois dans la vie, je fais des risques. C'est ce qu'on dit hier, si tu meurs en martyr. Comme ce que disent les Arabes, mort en martyr. Un jour, Hassan montera sur une de ces pirogues, et puis il priera, en attendant de voir apparaître le phare des Canaries. L'autre route n'est pas plus douce. Le chemin des sables vers la Méditerranée et le nord. Au bout du désert du Sahara, la République des clandestins. Le premier village est à 3 jours de 4x4. L'endroit ne figure sur aucune carte, mais dans toute l'Afrique, des aventuriers se répètent son nom. Bon, là maintenant, je vous amène du côté du ghetto camerounais. On dit ghetto ici. Ouais, du ghetto, ouais, justement c'est le ghetto. Parce que c'est un lieu. Pardon? C'est comme un ghetto. Oui, c'est un ghetto, pas comme un ghetto, c'est un ghetto. C'est où la plupart des gens qui sont refoulés de l'Algérie, on les dépose souvent et on trouve de l'abri là. C'est dur ici. Ouais, c'est tellement difficile par ici parce que nous sommes comme ça en plein désert. Vous voyez comment les maisons sont, il n'y a pas de toiture, il n'y a rien. Mais avec ça, on essaie un peu, vous voyez comment on se met parfois à l'aise ici derrière. Il y a des choses là parfois, on se met à l'aise là derrière et bon, ainsi de suite. Bon, ici comme ça, nous sommes dans le ghetto camerounais. Vous allez voir tous les frères. Voilà comment nous vivons ici. On essaie parfois de discuter entre nous, des petits commentaires. Vous êtes combien? Nous sommes à présent, nous sommes près de 50. 50 actuellement, je crois que tous sont là. Non, nous ne sommes pas là tous. Il y a certains qui sont allés se balader de l'autre côté de la ville. Et par ici, ça c'est une cour commune là. Ça c'est une cour commune. Ouais, ça c'est une cour commune. Voilà comment on s'assoit parfois. On sert ça de chaises. Et ici, ça c'est notre cuisine. Où nous faisons le manger. Vous allez voir le manger qui est là presque prêt. Voilà la marmite qui est au feu. Voilà comment c'est un peu de vivre en quelque sorte. Donc par ici aussi, ça c'est notre cuisine. Donc ça c'est une cuisine secondaire. Il y a même une marmite qui est au feu là. Il y a une marmite qui est au feu, tout ça. Voilà. Et vous voyez, voilà les matelas sur lesquels on se couche souvent. Vous les voyez. Le bois, parfois on va le chercher à près de 3 km. On a des haches avec lesquelles on les fend pour essayer de faire du feu. C'est quoi la vie ici? En quelque sorte, je dirais la vie ici, c'est comme une pénitence. Plus qu'une pénitence. C'est plus qu'une pénitence en quelque sorte. Parce que c'est plus dur ici que l'enfer. Par ici, c'est le Pentagone. Voilà. Le Pentagone, c'est le lieu où on garde nos armes. Parce que parfois ici, on a des affrontements.
Entre nous, bon, peut-être quand il y a une communauté, on dit qu'il n'y a pas une petite entente, on a parfois des affrontements. Bon voilà, voici d'où on garde nos armes du Pentagone. Ouais. C'est un endroit où nous gardons parfois les bâtons, les armes blanches. Voilà, maintenant, ça c'est le chef du Pentagone, ça. Frère, vous avez bien le filmé, c'est le chef du Pentagone. Et ça veut dire quoi? Le chef de sécurité du ghetto. C'est organisé? C'est organisé, très bien organisé. Nous avons le président qui est là, je vais vous le présenter tout à l'heure. Le voilà, il est derrière vous là. Le président en personne. Ouais. On a aussi des policiers, parce qu'ici, c'est toute une organisation. Voilà, maintenant, ici, ça c'est la chambre du président, où il se couche souvent. Parce que vous savez, la présidence chez nous, c'est comme... c'est un royaume, il y a un président. Voilà, ça c'est son bunker, on appelle ça généralement le bunker. Le bunker du président. Vous savez, c'est un lieu sacré. C'est pas n'importe qui y vient ici. C'est quand peut-être il a besoin de quelqu'un, il le sollicite, il vient, il essaie de s'asseoir, il se concerte. En cas de problème, il se concerte, il voit ce qu'il y a lieu de faire et il vient nous publier ça à l'extérieur, on essaie de marcher selon comme ils ont demandé. Bon, maintenant, vous voyez, les frères sont en train de manger. La bouillie est déjà prête. Les gens qui n'ont pas encore eu la bouillie, là, qui viennent chercher. Viens chercher ta bouillie, c'est là. Mais la bouillie, elle bien sûr. La bouillie, c'est là. On a le texte de bouillie. Toi, tu me prends par le fait. You don't take up. Entre 400 et 1000 clandestins partagent ici la modeste soupe de farine et quelques bouts de pain quémandés aux Algériens. Les plus anciens sont là depuis 6 mois, refoulés dans ce no man's land par les autorités algériennes. Ils attendent le coup d'après, pouvoir repartir vers l'Europe. Routard de l'immigration, ces hommes peuvent cumuler des années d'errance, comme perdus, abandonnés dans ce désert sans fin. La République des clandestins a aussi ses provinces, 4 ghettos différents pour 4 nationalités africaines. Tous les Africains trouvés en Algérie sont renvoyés ici, qu'importe leur état, d'où ils viennent et où ils vont, ce sera le désert. C'est un frère congolais, il était au refoulement. Ça c'est là 4 mois. Il n'y a pas un soin médicaux. Nous n'avons pas assez de moyens pour l'amener à l'hôpital. Et ici, là, il n'y a pas l'hôpital. Tu vois, non? Maintenant, on cherche comment on va se débrouiller pour qu'il descende en bas pour aller se soigner. C'est très dur. C'est très dur. Trop dur. Trop... Mais regarde, non? Tu vois toi-même, non? Regarde comment il est. Il n'y a même pas un soin médicaux. Ici, là. Vous en voulez à qui? À l'Union européenne, qu'ils fassent des moyens, qu'ils financent des moyens à l'Algérie. S'ils trappent les camarades, si tu es malien, on va te rapatrier au Mali. Si tu es congolais, on va te rapatrier au Congo. Ça fera mieux que de nous rapatrier en plein désert. On n'a rien à manger, on n'a rien sur nous, on ne travaille pas, on est là. Il n'y a pas de médicaments? Il n'y a pas de médicaments. Mais regarde, il est là, non? Ça fait beaucoup de jours, il n'a pas de médicaments. Si Dieu ne porte pas chance, on peut perdre notre frère à cause de rien. Tu vois, non? La première association humanitaire est à 400 km de piste, mais de toute façon, elle ne vient jamais. La République a ses lois, son président et même ses anciens combattants, comme ce général de la guerre migratoire, en tout, 15 attaques contre les enclaves espagnoles. Nous avons été interceptés par les guardias civils qui nous ont repoussés de l'autre côté. Et les Marocains nous ont accueillis, ils nous ont dépouillés. Bon, pendant ce temps, on a voulu un peu résister un peu. Non, ils ont donc utilisé la méthode la plus forte. Donc, nous tabasser et ceux qui résistaient parmi nous, on les cassait des bras avec des fusils à pompe. Donc, toi, tu es blessé? Oui, je suis énormément blessé. Où j'ai reçu 2 coups de balle 9 mm au niveau du pied. Et l'autre ici. Ici. Des balles réelles? Des balles réelles.
Et l'autre aussi, où j'ai un fer qui est adapté ici. Donc j'étais obligé de faire une opération. On a extrait la balle, on a la veine qui était touchée, on a mis le fer. Parmi nous, il y a eu plus de 10 morts. Tu vas y retourner? Pas sur le coup, puisque je suis encore sur le choc. Et à terme? Ouais. Un jour? Un jour, je y compterai retourner. Malgré ça? Oui, malgré ça quand même. Pourquoi? Puisque mon but, c'est d'entrer en Europe. À tout prix? À tout prix. La foule de Mbour, le port de tous les départs. Le village où Hassan, le père de famille, et des centaines d'autres émigrants attendent de monter dans des pirogues bariolées. Ici, les prières se font bien sûr face à la Mecque, mais jamais très loin de la mer. Depuis toujours, la vie tourne autour de la pêche, mais aujourd'hui du poisson, il n'y en a plus. Les réserves ont été asséchées, les grands bateaux européens ont tout pris, alors les pêcheurs ont dû se recycler, ils sont devenus passeurs. La mer. La mer ne nous nourrit plus parce que, écoutez, entre le 24 juillet et le 11 septembre, ma pirogue a un crédit de 1 80 300 francs. Vous perdez de l'argent? Oui, chaque jour, je perds de l'argent. Et ma famille, comment je veux faire pour les nourrir? C'est pour ça que tout le monde part? Oui, c'est pour cela que les enfants partent en Espagne. Mais chaque centaine de personnes, il y a à peu près 8 pêcheurs qui partent et qui font manœuvrer la pirogue. Et on lui fait de l'argent pour amener la pirogue en Espagne. Et tu es là en train de naviguer à la pêche et tu ne gagnes rien. Si on te donne ça, tu pars. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis. Il n'y a plus que des vieux à Mbour? Il y a des vieux et des petits-enfants qui regardent les enfants. Ali Ndoye, le chef des pêcheurs, lui, le vieux sage du village, en a fait la confidence récemment au commissaire de police. Avec 20 ans de moins, il serait déjà dans un de ses bateaux. Regarde la mer. On va passer dans ma pirogue. Voici ma pirogue. C'est ma pirogue qui s'appelle Salah Fatma. C'est les pirogues comme ça qui partent en Espagne. Oui. Oui, c'est le même. Cette pirogue-là, il peut aller même en Amérique. Celle-là, là? Oui. Parce que nous savons pratiquer la pêche. Et nous conditionnons les routes. Avec le CPS, avec le sondeur et le compas, nous voulons partir là où nous voulons. Sur ces plages, leur père, leur grand-père le faisaient déjà. Ces jeunes bricolent à leur tour de vieilles pirogues de bois. Mais l'objectif a changé. Fini le poisson, eux visent les Canaries. Alors ils renforcent cette barque, colmatent chaque trou, et ils n'en doutent pas, ils y arriveront, tout le monde leur a dit, c'est très facile. Dem Espagne. Il dit qu'il veut partir en Espagne. Oui. Si. Parlez-vous. Oui, les gens tous partis. On n'a pas de moyens pour le financement. Si on avait de l'argent, on va partir. Si nous n'avons pas de boulot ici. C'est toi, 6 jours, on va courir 6 jours. Tu cours 7 jours. 7 jours, 6 jours. 8e jour, tu es en Espagne. Pour mettre combien des gens là? 40, 50. Les personnes. Oui. Les gens qui sont assis ici, qui sont assis ici. Pour dormir, on va être une petite boîte pour mettre là. Après on va assis, après comme ça. Mais beaucoup de copains, il a parti, hein. Il a téléphoné, il a travaillé, hein. C'est là-bas. On va passer sur la pirogue.
Les pêcheurs sont au chômage et avec eux, tous ceux qui vivaient du poisson. Ça fait tout le village. Le manque ici saute aux yeux. À la descente des bateaux, on se dispute les rares paniers. Alors là aussi, ce sont les mamans qui encouragent au départ. Pour manger, cette région n'a tout simplement plus qu'une ressource, les bras de ses enfants. Regarde, il n'y a rien ici, on ne voit pas, il n'y a pas de poisson. Regarde, il y avait beaucoup de poissons. C'est à cause de ça, leurs enfants vont partir à l'Espagne. Nous vivons mal. Regarde comme nous sommes épuisés. Vous dites à vos fils de partir? Oui, nous sommes entièrement d'accord qu'ils aillent travailler, qu'ils nous aident. Nous voulons que nos fils nous aident. C'est ça que nous voulons. Aidez-nous à ce que nos fils aillent travailler. Oui, c'est ce qu'on veut. Ils risquent leur vie, votre fils, en allant là-bas. Mais comment faire? Ils n'ont rien ici. Hein? Vous lui dites, vas-y, risque ta vie? Ah oui, comment faire? C'est Dieu qui va nous aider. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils ont des familles. Mais aidez-nous à travailler. Merci madame. Merci mesdames. Sous pression des Européens, le Sénégal durcit maintenant ses lois, prison ferme pour ceux qui partent. Mais pour l'instant, contre les suppliques des mamans, les policiers restent impuissants. À la République des clandestins, la nuit, on fait la fête pour oublier les jours. Pour tenir, ne pas craquer, ces hommes célèbrent ce que sera leur vie demain. Le pastis frelaté donne du sourire aux malheureux. Et comme en rêve, les clandestins miment des douaniers qui enfin leur laisseraient passer les frontières. Ça c'est un chanson de la paix. C'est un bon chanson de la paix. Elle dit quoi? It means we are celebrating our suffering. We are suffering here in Zawati. Ça c'est un chant de la souffrance. Les paroles c'est quoi? Elle dit quoi? Les paroles, on est en train de dire dans la chanson, je vais arriver en Europe avant de mourir. Après ma connexion, c'est-à-dire mon passage pour Mali, pour Mélina, je vais retourner t'épouser chérie. Il dit ça, c'est une chanson dédiée à sa femme quoi. Dans ce bout du monde, ces Africains oubliés des hommes connaissent tout de l'Europe. Et même les lois les plus dures n'arrivent pas à briser leurs rêves. Pour moi, mon rêve, c'est d'aller en France depuis ma tendre enfance. Pourquoi? La France me passionne beaucoup. Ça me passionne. Si j'ai de la chance à arriver, bon, je peux continuer les études, chercher du travail, bon. Et rentrer au pays étant heureux, riche, si c'est possible. C'est ça vraiment qui est mon rêve. Rien qu'en pensant à ça, ça me fortifie. En pensant à quoi? En pensant à la France, ça me fortifie. Demain? Oui, demain ou après-demain, le jour où je dirai, bon, je suis là, j'attends seulement. Le cas où nous sommes ici, nous sommes décidés. Dans les conditions de vie où nous sommes décidés.
vraiment décidé d'arriver en Europe. Un jour, vous serez à Paris? Oh, on sera à Paris. Moi, je serai à Paris peut-être pour passer des vacances, ou quoi que ce soit. Mais Paris n'est pas ma ville de rêve. Moi, je serai à Paris. La Tour Eiffel surtout. Ah. C'est bien la France, mais c'est plus bon à vivre. C'est plus bon à vivre. Qu'ils doivent comprendre. Les Français, vous êtes très gentils, très courtois, mais la politique française, non. Nous, les Africains, on ne l'aime plus. Parce qu'on ne vous accepte pas? Les Français, quand ils acceptent un nègre en France, c'est pour l'exploiter. Et finir l'exploitation à la porte. On l'expulse. S'ils rêvent toujours de Tour Eiffel, la plupart de ces francophones ont changé de terre promise. L'Eldorado, le nouveau, c'est maintenant l'Espagne. L'Espagne, c'est régularisation et c'est papiers. Ah chérie, c'est bien moi, c'est la réalité du parcours. Le surtout, c'est pour nous arriver. Ouais, ton bébé. Pense à vous jouer. Le camion, il arrive là. Regardez, ils sont en train d'arriver avec le camion. En Algérie, vous pouvez pas savoir. Ce sont des assassins, des salauds qui nous apportent toute la misère du monde. Réveil brutal. Avec le soleil, la fin du rêve. Ça, c'est les refoulés, ça, qui sont en train de descendre comme ça. Le camion de la police algérienne dépose encore 200 personnes aux portes de la République des clandestins. Eux ont raté. Refoulés, ils perdent à cet instant 1 an au moins sur le chemin de l'Europe. À peine arrivés, épuisés, ces clandestins ne pensent déjà qu'à repartir, quitter ce désert. Les réseaux de passeurs savent en profiter. Ils ne sont jamais très loin. Les gens qui ont reçu au choc, ça. Je suis là aujourd'hui dans le désert, ici, regardez, avec le soleil là, dans les conditions qu'on est venu encore. Plus de 60 personnes dans un petit camionnette. Est-ce que vous avez vu ça vous-même? Vous êtes là, non? Réponds. Oui, vous avez vu ça? Vous avez vu comment les gens sortaient dans les camions? Est-ce que ça c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas traiter un humain qui n'a pas fait du mal, qui n'a pas tué, qui n'a pas volé, on ne peut pas le traiter de cette manière. Et puis nos passeports encore. Vous pouvez demander, on a réclamé nos passeports pour qu'on puisse retourner dans nos pays. Nos passeports sont avec eux, ils ne nous ont pas donné nos passeports. Quand les gars, quand ils refoulent les gars, c'est toujours eux-mêmes qui organisent encore dans l'ombre d'autres convois pour faire venir encore les gars. Tout à l'heure, là, vous allez voir, les gens vont rôder, chercher à faire qu'on s'enregistre pour que ceux qui veulent monter encore payent moyennant 3 000 dinars, 2 500 dinars. Les mêmes qui vous ont renvoyé? Les mêmes. Au fait, c'est un réseau. C'est un réseau. C'est un trafic, quoi. C'est un réseau. Donc, on est là, on sait très bien que d'un moment à l'autre, on va encore repartir. Ce réseau, il est visible, sans aucune gêne. Au milieu des refoulés, cet Algérien, un officiel douanier à cette frontière. En territoire malien, il vient encore faire de l'argent, profiter de ces hommes, parmi les plus pauvres du monde. C'est un douanier malien, algérien. Il achète des portables, des habits aux camarades qui sont en difficulté. Ils n'ont pas l'argent en espèces, ils ont des objets en valeur pour vendre et de remonter vers Tamarafet et de continuer leur chemin en Alger, Oran, Maroc. Et c'est un douanier qui fait ça? Un douanier algérien. Là. Ouais. Il est même derrière là-bas. Il est avec les camarades. Bon, soldat, c'est un escroc. Un escroc algérien. Contre un téléphone portable, le douanier ripou peut donner 10 €. Un billet qu'il reprend aussitôt en échange d'une place dans des pick-up bourrés à craquer. Quelques kilomètres arrachés sur la route de l'Europe, sur ce petit camion, les plus chanceux, eux, quittent la République des clandestins. Encore faudra-t-il survivre à la suite,
Depuis 5 ans, 5000 clandestins seraient morts dans ce désert. Plus que des femmes et des vieux, tous les autres sont partis. C'est ici que tout a commencé. Le jour où, par le hasard d'une tempête, un petit bateau de pêcheurs s'est retrouvé aux Canaries. Et c'est ici aussi qu'on l'a découvert. Ces pirogues peuvent être mortelles. Tu vois, celle-là, 4 fils de son grand frère, elle n'a pas de nouvelles. Celle-là, son fils, elle n'a pas vu depuis 9 mois. Celle-là, son frère, il est aussi mort dans l'immigration. Donc soit on est affecté directement ou indirectement. Quand je dis directement, c'est comme moi qui a perdu son propre fils. Mais il y a d'autres, leurs frères, leurs cousins, et en général, c'était le responsable de la famille. Ici, on sait qu'on peut mourir sur l'eau. Oui, on vient de le savoir, mais au début, on ne savait pas. Raison pour laquelle on partait. La preuve du danger est là, sous clé. Dans cette chambre, rien n'a bougé, comme un temple intime, intact depuis 6 mois, le jour du départ du fils. C'est des jeunes dynamiques, pleins de vie, tu les vois comme ça, radieux. C'était l'année passée, c'était pendant les vacances de l'année passée. Ils sont là, radieux, pleins de vie, vouloir travailler, vouloir trouver quelque chose pour la maison, et ils sont morts. Et donc là, ils sont tous montés sur un bateau? Oui. Et on n'a pas vu mon fils. On n'a pas vu celui-là. Ils sont morts. Ces 2, ils sont morts. Ces 3, ils sont morts. Les autres, on ne les a pas vus. Lui aussi, on nous a annoncé avant-hier qu'il est mort. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. C'est difficile. C'est pas juste. L'Europe ne mérite pas ça. Sans fils, sans mari, les femmes ont dû s'organiser. Avant, dans ce village, les nouveau-nés étaient baptisés dans la mer. Aujourd'hui, les mamans ne supportent plus d'aller vendre du poisson. Elles refusent de s'approcher de la mer, cette voleuse de fils. Alors pour manger, il a bien fallu trouver autre chose. Ça c'est pour vivre justement, c'est pour redonner la chance à la vie. Oui, c'est pour donner la chance à la vie, parce que nous on en mange le soir au dîner, et que tous les membres de l'association dînent le soir avec du couscous, raison pour laquelle on a financé celles qui ne veulent plus voir la mer, elles restent là, et elles font le couscous qu'elles nous revendent. Et elles pensent à autre chose. Bien sûr, on pense toujours à autre chose. Mais avec ça, on oublie peut-être. Si ce n'était pas ça, on aurait devenu toute folle. Sans l'organisation, sans cette communauté-là, sans cette assistance, on se parle mutuellement, on se vide ici. Sans cela, nous allons être toutes folles. Chaque semaine, sous l'arbre, réunion sur l'immigration. Pour venir, les femmes doivent prendre un engagement, promettre de retenir leur fils. Nous tous, nous avons vendu nos bijoux, nos terrains, nos matériels pour que nos fils partent. Nous finançons le voyage, nous les femmes, parce que ces jeunes partent pour nous. Parce que le père, il est polygame. Et maintenant, c'est fini? Absolument fini. Demandez-les, aucune d'entre elles ne donne aucun sou à son fils pour qu'il parte. C'est fini. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a des morts, il y a des disparus. Vous voulez pas financer la mort des enfants? Jamais, on ne va pas financer la mort de nos fils sur qui on compte pour vivre. C'est fini, hein? C'est fini, c'est fini. Non. Les qui sont tous morts. Les enfants sont tous morts. Au Sénégal, Yahi est la seule à le faire, dire la vérité,
pour retenir les enfants. Il faut pas partir, faut pas partir, faut pas partir. Il faut commencer très tôt. Très tôt, à bas âge. Donc à bas âge, il ne faut pas partir. Hein? Vous leur sauvez la vie? Je peux sauver la vie et qu'on ait des bras pour travailler après, parce qu'il y a des gens qui sont partis. Donc ceux qui restent, on va travailler avec eux. Donc ils ne veulent pas partir. Non, non, non part pas. Cet après-midi, Yahi a un tuyau. Une maman bien informée vient de l'appeler. Une urgence, il faut sauver Seka. Un jeune d'ici, têtu comme un marin, 2 fois déjà il a tenté la pirogue. Il rêve d'une 3e tentative. Le cas est grave, Seka refuse d'écouter les mamans. Il y avait trop de vent, vraiment une tempête extraordinaire et nous ne pouvions pas passer. Vous n'êtes pas assez loin de la mort? Non, non, nous étions nous étions près de la mort. Vraiment, je ne croyais plus que j'allais retourner. Vraiment. Et pourtant, vous voulez y retourner? Je veux retourner parce que mieux vaut mourir que rester pauvre toute ta vie. Hein. Ouais. Moi, je lui dis non, parce que si on fait le diagramme, si c'était comme ça qui est parti, il y a ça qui sont morts, il y a ça qui sont arrivés en Espagne, il y a 0 qui travaillent pour le moment. Donc c'est pas... On dit tout le début est difficile. Hein. Alors arriver là-bas, on ne peut pas arriver et avoir un boulot. Ils veulent rester combien de temps? Tu sais combien de temps ils veulent rester avoir un travail? Tu sais combien de temps? 10 mois? Je ne sais pas, mais il y a des gens qui sont là-bas. Ils construisent vraiment de très belles maisons. Ils envoient beaucoup de choses à leur famille, c'est ça. Hein? Il est déjà miraculé. Mais comment je peux avoir un travail? Il est déjà miraculé. Obstiné par l'Europe. C'est un complexe. C'est un complexe. Parce que moi, je n'ai pas honte d'être sénégalais. Lui, il veut aller là-bas et venir avoir des chaînes en or, avoir une belle bagnole. Il ne rêve qu'à ça. Est-ce qu'il l'aura? Est-ce que les gens sont pas depuis 9 mois? Ils n'ont absolument rien. Il peut te dire? Où ils sont morts? Où ils sont morts, on n'a pas de nouvelles. Il a des cousins qui sont morts, il a des cousins qu'on n'a pas de leurs nouvelles. C'est le destin. Hein? Ah, c'est trop vague le destin. Le gris des Canaries, l'Europe pour de vrai. Loin des plages, la face sombre, la côte de l'île que les touristes ne verront jamais. Une ville industrielle, cité dortoir, où Sadio et ses 2 copains s'entassent dans le minuscule studio d'un Sénégalais. Les 3 aventuriers, ceux qui s'étaient tant battus pour arriver, passent aujourd'hui toute leur journée sur Internet. Sans papier, sans boulot, nourris par des amis, ils n'ont pas grand-chose d'autre à faire. Mais ils se voient surtout en mission, arrêter le gâchis, dire la vérité aux jeunes Africains, en fait, casser le rêve. Tout jeune Africain que je trouve sur le chat, je lui dis que je suis venu par les pirogues. Alors il me demande c'est comment. J'ai des amis qui veulent partir. Alors je commence à l'expliquer. Je leur dis que c'est dur. C'est pas ce que vous croyez. L'Europe n'est pas comme ça. Moi, je suis là, ça fait des années. Disons, c'est dur comment? C'est dur, c'est la mort qui est au bout. C'est ce que je leur dis. Je dis que ne croyez pas que ce qu'on vous dit là-bas, c'est faux. Ils veulent venir en Europe. Attendez, je vous montre mon truc. Voilà, vous voyez, j'ai un message du Mali. Alors lui sourit, il a répondu. J'ai dit, salut frère, je suis là par les pirogues. Et le rêve est brisé car, tu sais, pas de papier, pas de travail et les rues. Et la rue et notre chambre. Voilà. Il faut à tout prix le convaincre. Que tu sois mon frère, même un ennemi à moi.
tu me dis que tu veux venir sur cette Europe là, je te dirais que c'est la merde. Je te conseille de rester. Et de trouver quelque chose pour toi. Il n'y a pas de route possible? Il n'y a pas de route. Il n'y en a pas du tout. Je n'en ai pas vu, je n'ai pas entendu. Et je sais qu'il n'y en a pas. Et il n'y en aura jamais. Il y a toujours des routes qui amènent à la mort. Ou sinon, quand tu n'es pas mort, qui amènent à l'enfer. J'appelle l'Europe l'enfer, la merde, la galère. Comme si de rien n'était. Ce soir, sur le port des Canaries, les pêcheurs espagnols fêtent Marie. À côté des ambulances de la Croix-Rouge, leurs barques colorées hurlent des prières pour protéger les marins du cru. Au milieu de cette Europe en fête, encore 50 Sénégalais arrachés à la mer et à l'Afrique. Les jeunes clandestins déçus, les mamans en deuil, peuvent bien essayer de les décourager. Là-bas, de l'autre côté, personne n'a envie de croire qu'en vrai, cet Eldorado n'existe pas.